Bonjour à tous, vous qui envisagez investir dans une solution de stockage d'engrais liquides, nous savons que vous avez des questions. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de partager avec vous les questions les plus posées par les agriculteurs et d'y répondre. Et même si on n'y a pas répondu à travers cette vidéo, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Bon visionnage! Quelle capacité de stockage choisir pour ma cuve d'engrais liquide? Alors, avec les derniers événements dans le monde entier, on s'aperçoit que beaucoup d'agriculteurs veulent stocker le maximum d'engrais liquide. Mon conseil d'expert, il vaut ce qu'il vaut, et stocker la totalité de vos besoins. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus des ruptures d'approvisionnement et ce n'est pas en pleine saison qu'on va attendre après son camion. Dans le temps, on avait un agriculteur qui avait besoin de 4 camions, il stockait 2 camions, des fois même un seul camion, et il rachetait un Réapro, le deuxième, le troisième, le quatrième. Sauf que quand vous tombez en rade d'appro, vous serez content de se dire heureusement que j'ai tout mon stockage, d'une part. Et la deuxième part, c'est que c'est relativement rentable, parce que l'écart entre la morte saison et la pleine saison, d'après Ternet, l'écart sur 7 ans est de 76,3 € la tonne. Donc ça veut dire qu'en achetant en morte saison, ça vous paye largement votre stockage avec une puissance d'achat qui n'a rien à voir. Vous achetez tout d'un coup et vous pouvez demander plusieurs prix à différentes sociétés qui vendent de l'engrais, ce qui n'est pas le cas quand vous travaillez en réapprovisionnement aussi facilement. Donc de plus en plus d'agriculteurs s'aperçoivent très bien que 1, c'est rentable, 2, on dort tranquille, on est sûr d'avoir l'azote sur place, et en plus de ça, si on a plusieurs solutions de stockage, on peut se permettre de mettre différents types d'engrais. Tout acheter en morte saison. Comme le disait tout à l'heure l'agriculteur, il cherchait de l'azote phosphorique et il bataillait à en trouver. Heureusement qu'il s'y prend maintenant et pas au printemps en réapprovisionnement. Quelle est la différence entre les citernes métalliques de stockage, les citernes en fibre de verre, les citernes en polyéthylène et les poches souples? Alors un peu d'histoire, tout a commencé avec les cuves en métal. Dans le temps, on trouvait des vieux wagons des SNCF, des cuves qui faisaient 2 cm d'épais, qui arrivaient à durer une vingtaine d'années, avec un engrais liquide qui était moins agressif. Il faut le dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux engrais liquides qui ont des additifs à l'intérieur. D'une part, aujourd'hui, il y a des réducteurs de cations métalliques qui ne vont pas uniquement faire une oxydation sur la cuve, mais qui vont faire des échanges avec le métal et solubiliser le métal, d'une part. Donc, tout dépend pour quelle utilisation. Si c'est pour du gasoil, par exemple, ça peut être une solution. Pour l'engrais liquide, c'est relativement déconseillé. Il y a également d'autres solutions de stockage en fibre de verre qui ont plutôt un certain âge. Alors, ces solutions de stockage en fibre de verre, c'est pas mal pour des gros stockages, 100, 200, 300 mètres cubes. Mais moins polyvalente, elle doit être mise dans un bac de rétention avec un génie civil important. Il faut une dalle importante pour pas que ça bouge. Il faut un vrai bac de rétention autour. Donc, ça peut être relativement coûteux en prenant le génie civil avec et les inconvénients que ça peut amener. Effectivement, quand il pleut, le bac de rétention se remplit d'eau. Si vous avez un bac aux normes étanche, il va falloir le vider. Et souvent des cuves assez hautes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Il faut que ce soit assez stable. Également, vous pouvez avoir des solutions de stockage en polyéthylène. Alors là, encore une fois, il y a polyéthylène et polyéthylène. Vous pouvez prendre du polyéthylène pas cher, butène, naturel. Vous allez broyer et mettre un colorant avec. Vous pouvez prendre un polyéthylène hexène sur lequel vous allez avoir du copain de teinte et masse qui a avec des additifs UV élevés comme du UV16. Il faut le savoir que dans le marché français aujourd'hui, vous pouvez trouver des cuves en polyéthylène qui vont du UV01, ça veut dire 1 an, à UV08, ça veut dire 8 ans, à pleine exposition d'agressivité, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc 8 ans, vous pouvez quasiment multiplier par 2. Alors que vous avez d'autres marques comme Duraplast qui vont faire des solutions de stockage UV16 qui est fait pour durer 16 ans à pleine agressivité, ce qui ne sera pas le cas. Donc vous pouvez quasiment doubler par 2. Donc il y a polyéthylène et polyéthylène. L'avantage des cuves en polyéthylène, c'est que vous pouvez les déplacer facilement avec un télescopique. Vous n'avez pas besoin de faire de grand génie civil. Si vous voulez les mettre sur un sol stabilisé avec du sable, vous pouvez. L'idéal, c'est de faire une petite dalle, mais il n'y a pas besoin de le faire comme dans les autres solutions de stockage, des dalles conséquentes et coûteuses à la fois.
C'est également des solutions qui reçoivent tous les produits. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez du phosphore, de la potasse, de la solution additivée, de la solution avec des inhibiteurs d'uréase qui sont agressives. Ben, vous n'avez qu'à regarder dans vos locales phytosanitaires. Tous les produits agressifs sont stockés dans quoi? Du polyéthylène. Le polyéthylène reste la matière qui a des résistances relativement intéressantes. C'est pour ça que, comme vous pouvez avoir derrière, vous pouvez avoir soit des grosses cuves, soit plusieurs petites, comme on a ici, qui peut nous permettre d'aller dans le sens de l'évolution, où on peut mettre différents types d'azote plutôt qu'une grosse cuve. Également, le polyéthylène est une matière qui est relativement isolante, donc il y a des azotes aujourd'hui qui sont fragiles au froid et qui peuvent se détériorer en présence de gel, ce qui n'est pas le cas avec les cuves en polyéthylène, qui est déjà une matière isotherme. Et en plus de ça, quand vous partez sur les cuves double paroi, on a des cuves plutôt qui sont isolées. Et pour finir, vous avez la mode de la poche souple. Alors la poche souple, c'est plutôt pas mal pour faire des réserves incendies, par exemple. Ça reste une solution économique, mais relativement fragile. Donc ça a été une grande mode, il y a beaucoup de gens qui sont équipés de poches il y a des années. Et aujourd'hui, ils font demi-tour, comme c'est le cas de l'agriculteur aujourd'hui. Il a eu quelques soucis avec la poche, il a dit je veux plus de poche, je veux un truc costaud qui dure dans le temps. Effectivement, il faut le dire, même si beaucoup en font, et nous en faisons également, la poche est sensible aux rongeurs, il faut faire attention à l'agressivité, par exemple une vent, une tuile, une tôle qui percerait avec un produit dangereux. Donc pour l'eau, c'est moins important, pour l'azote, c'est plus dangereux. Et également, souvent, si on veut dormir tranquille, il faut faire un vrai bac de rétention en béton armé avec un toit dessus. Et quand vous prenez les deux, ça revient relativement cher. Donc l'idée, et en plus de ça, ça ne reçoit pas les nouveaux azotes. Vous n'avez pas de système de brassage, c'est pas isolé. Et il y a beaucoup de matières qui ne résistent pas à l'agressivité des nouveaux additifs qui sont développés sur le marché. Quelle est la réglementation pour le stockage des cuves engrais liquides? Alors il y a plusieurs choses à prendre en considération. Deux principes. Au-dessus de 100 m3, vous passez en ICPE. ICPE, c'est-à-dire en exploitation classée. Donc notre conseil, c'est d'éviter de passer au-dessus de 100 m3, puisque là, vous êtes obligé d'embaucher quasiment un secrétaire ou une secrétaire pour faire les papiers. Donc c'est 100 m3 par site ou par société juridique. Donc au pire, vous pouvez mettre 100 m3 sur un site, 100 m3 sur un deuxième site, ou 100 m3 par société. 95% des agriculteurs restent en dessous de 100 m3 par site, et là, ils vont dépendre de la RSD. RSD, réglementation sanitaire départementale. Et là, c'est très flou. Dans le Grand Est et les Hauts-de-France, ça reste plus clair, mais encore, et dans le reste de la France, ça n'est pas encore. Donc la RSD, c'est un document d'une centaine de pages qui a été édité département par département, sur lequel il y a des articles de ce qu'on peut faire, ou on a le droit de faire ou pas faire. Par exemple, vous allez en Haute-Loire où on a notre usine, dans la RSD de la Haute-Loire, vous n'avez pas de conseil pour l'engrais liquide. A l'inverse, vous allez dans le Grand Est, dans la Marne par exemple, vous avez 2 pages de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans l'engrais liquide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la RSD, qu'on peut faire ce qu'on veut. Effectivement, on est responsable s'il y a une pollution, même si ce n'est pas écrit dans les textes. Effectivement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un panneau 80 km/h que vous pouvez rouler à 100 ou à 90. C'est pareil, il y a des départements, il y a beaucoup de panneaux, il y en a d'autres, il y en a moins. Pourtant, la règle va rester la même. En plus de ça, vous avez par exemple dans la Marne des distances à respecter avec les points d'eau, avec les rivières, avec les captages, avec les stockages que vous n'avez pas dans d'autres départements où le sujet de l'engrais liquide n'a pas été encore élucidé. Notre avis à la question, c'est de prendre ce qui se fait déjà dans les départements sur l'engrais liquide, et il y a des grandes chances que ça soit dupliqué dans votre département demain. Ça n'ira pas à l'inverse. On ne va pas dire à partir de demain, il n'y a plus besoin de bacs de rétention sur toute la France. Également, au-delà de ça, il y a la loi Barnier. Et la loi Barnier, elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire, elle vous interdit de polluer, et il y a un délit en cas de négligence ou d'imprudence. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur en termes de stockage de produits à risque. Bon, pour l'eau, c'est pas grave. Pour l'engrais liquide, en cas de pollution, c'est pas le prix de l'engrais liquide que j'ai perdu qui va coûter cher, c'est les prix de la dépollution qui peuvent vite monter jusqu'à 200 000 €, qui pourront être couverts par les assurances jusqu'à un certain
Si vous avez respecté la réglementation, oui, si vous êtes assuré, vous pouvez compter sur l'assurance, mais si vous n'avez pas respecté la réglementation, c'est comme une voiture, hein. Si les pneus sont lisses et que vous avez un accident, ça sera tout pour votre pomme. Donc la réglementation n'est pas à prendre à la légère. Premier principe, au-dessus de 100 mètres cubes, respecter la RSD qui se fait, c'est-à-dire un vrai bac de rétention 100% étanche. La seule solution de le faire étanche, c'est de faire le côté et les dessous en une et seule même pièce vibrée. S'il y a quelque chose qui bouge, c'est l'ensemble avec une cuve dedans, mais le prix du bac plus le prix de la cuve coûte plus cher qu'une installation en double paroi. Ou après, quand il pleut dans le bac de rétention, vous êtes obligé de l'aspirer, alors que la plupart des agriculteurs dans le temps, on faisait un trou en bas qui est strictement interdit pour vidanger l'eau. Donc interdit de faire un trou en bas. Il faut dorénavant stocker 100% de la capacité stockée. Et avant, on parlait de 50%. Ce qui est absolument aberrant. Ou après, vous avez les citernes double paroi, où là, la réglementation dans les pays concernés, dans les départements concernés, mais qu'il ne faut pas se leurrer, demain ça sera pareil chez vous aussi, impose donc l'interdiction d'avoir une vanne en bas, comme vous pouvez voir ici, ce qui est logique dans les cuves à gasoil, c'est le cas. L'aspiration par le haut, un système qui empêche le siphonnement, un avertisseur de remplissage dans certains départements, ou encore plus dans la plupart, un détecteur de fuite entre les doubles parois, comme on a dans le gasoil, ce qui reste de la logique. Et également, une protection physique des abords est aussi essentielle. Voilà pour répondre, en gros, dans la réglementation du stockage des engrais liquides. Comment déplacer ma cuve de stockage d'engrais liquides? Alors tout dépend ce que c'est. Si c'est une cuve métallique, il va falloir une grue. Il faut qu'elle soit visible. Si c'est une cuve en fibre de verre, alors là, c'est relativement fragile, c'est-à-dire que la fibre, elle peut bouger. Et il faut faire attention. Pour une cuve en polyéthylène, c'est relativement simple. Vous prenez, donc là, chez l'agriculteur, lui, il avait un bras d'une pelleteuse, mais tous les agriculteurs les installent avec des télescopiques. À l'usine, chez Duraplast, on a un télescopique de 7 mètres. C'est facile à déplacer. La cuve, il faut savoir qu'elle fait moins de 2 tonnes. Elle se déplace assez facilement. Donc s'il restait déjà de l'azote dedans, il y a une pompe à l'intérieur. Donc il suffit de prendre la chaîne et baisser la pompe à fond pour vider la cuve complètement. Et après, il y a 4 anneaux sur le dessus de la cuve. Il suffit d'en prendre 2 avec une sangle de chaque côté et votre télescopique. Vous prenez la cuve vide et vous la mettez comme vous voulez, tout simplement, sans même nous demander l'autorisation et sans même perdre la garantie. Cuve de stockage d'azote, faut-il une cuve verticale ou une cuve horizontale? Dans le temps, tu n'avais pas vraiment le choix, c'était que les cuves horizontales métalliques qu'on mettait contre les bâtiments. Ce qui se passe, c'est que ça prend beaucoup de place. Parce que dans la même superficie, tu as la cuve qui va stocker 2 ou 3 camions, et tu peux mettre une grosse cuve verticale ou encore mieux plusieurs petites cuves verticales qui peuvent, comme on le voit ici, pouvoir stocker différents produits. L'avantage de la cuve horizontale, c'est que si on voulait mettre ça dans un bâtiment pas haut et autres, pour être à l'abri des rongeurs, contrairement à d'autres solutions comme la poche et autres, ça peut être une solution. Le problème, c'est qu'on rentre dans une évolution, dans une agriculture de précision et raisonnée, où on a des nouveaux engrais liquides qui sont additivés, c'est-à-dire que tu as la solution N39 sur laquelle on va mélanger des fois du phosphore, de la potasse ou des inhibiteurs d'uréase. Et ceux-ci, stockés pendant longtemps en morte saison, les additifs n'ont pas toujours la même densité que l'azote et peuvent se déposer. Donc après, il faut un système de malaxage. L'inconvénient d'une cuve horizontale, c'est que pour faire le système de malaxage, c'est très compliqué, à part si on avait des malaxeurs industriels tous les 2 mètres. Ce qui n'est pas le cas dans une cuve verticale. On peut attraper en bas, recracher en bas, en haut, attraper en bas, recracher en haut et faire un vrai mélange. Alors, l'avantage, c'est quand on a plusieurs cuves, on peut avoir différents types de produits, mais les grosses cuves horizontales ou verticales, attention dans la prise au vent. Effectivement, on le voit, il faut que ça soit fixé comme il faut et il ne faut pas qu'il y ait des tôles à côté ou des morceaux de fibrociment qui pourraient venir heurter et endommager la cuve en cas de sinistre rempli d'azote. L'azote part, là ça reste relativement dangereux. Mais c'est vrai que l'avantage, le vertical, ça ne prend pas beaucoup de place par rapport aux autres solutions. Est-ce que les cuves en polyéthylène durent dans le temps? Alors ça, c'est une excellente question, même du vécu, un peu d'histoire. Alors effectivement, il y a polyéthylène et puis il y a polyéthylène. Vous pouvez trouver un polyéthylène pas cher, en butène,
sur lequel, en billes que vous allez broyer pour faire de la poudre, vous allez rajouter un additif de couleur vers ce que vous voulez dedans, ce qu'on appelle un mélange à sec. Et vous pouvez trouver un polyéthylène teinté dans la masse avec des additifs de résistance en antioxydants et anti-UV élevés, comme du UV16, VS sur le marché, versus sur le marché, on trouve des cuves qui vont être des additifs de UV1 à UV8. 8, ça fait 8 ans. 16, ça fait 16 ans à pleine agressivité, constamment, ce qui n'est pas le cas. 100% du soleil, 100% du temps, ce qui n'est pas le cas. Donc vous pouvez doubler par rapport à l'additif UV. Donc 8 ans, vous pouvez quasiment espérer 16 ans. 16 ans, vous pouvez espérer plus de 30 ans. Effectivement, pourquoi c'est une excellente question? C'est que au début de Duraplast, un peu d'histoire, quand j'ai fait mon stage d'installation au Canada et en Amérique, j'ai rencontré une société qui s'appelait Duraplast, qui ont développé des excellentes cuves et qui sont le leader aux États-Unis aujourd'hui. Au début de Duraplast, on s'est mis à importer des cuves de chez eux, jusqu'au jour où on s'est aperçu que ce n'était pas très rentable. Après, on a travaillé avec des sous-traitants en France qui ont fabriqué des cuves. Et là, on a eu même des cuves qui ont fissuré en engrais liquide. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, qui nous a mis en action pour vendre notre exploitation agricole, pour monter notre propre usine. Et puis là, je peux vous dire qu'on a appris ce qu'était un plastique et un plastique. Un plastique mélangé à sec et un plastique teinté dans la masse. Donc un polyéthylène, à condition qu'il soit bien cuit, parce qu'il y a la matière qui est importante, mais il y a aussi la manière que vous allez la transformer, cette matière. Si elle est trop cuite ou pas assez cuite, la cuve, elle ne va pas résister de la même manière. Donc il existe aujourd'hui des solutions pour tester, comme des drop tests qu'on peut faire sur les cuves, qui vont donner une garantie dans le temps. Et également, il y a les additifs que vous allez mettre à l'intérieur de la matière. Comme on parlait tout à l'heure, les additifs antioxydants, anti-UV. Donc si vous avez, pour que ça coûte moins cher, un additif pauvre en antioxydants, anti-UV, la cuve ne va pas durer le même temps qu'une cuve avec un UV16 avec un antioxydant élevé, qui vous permettra d'être en plein soleil sans aucun problème et qui vous permettra dans 10 ans que vous allez avoir la cuve la même couleur, elle n'aura pas terni, elle ne sera pas blanche, elle aura une résistance qui a complètement rien à voir. Donc oui, vous avez raison, le polyéthylène a fait ses preuves. Vous pouvez le voir en Australie, qui est un pays où il y a toutes les maisons sont équipées d'une cuve qui va de 20 à 50 mètres cubes de stockage. Elles sont en polyéthylène posées sur un lit de sable. Et là-bas, contrairement à chez nous, je peux vous dire que ça tape. J'ai été aussi 60 degrés en plein soleil, ça frappe. Et les cuves résistent à ce type de contraintes extrêmes, on peut dire. Ou même en Amérique, où j'étais en stage en hiver, il y avait moins 50 avec l'effet vent. Moins 50, ça résiste au gel. Mais ce n'est pas tous les plastiques qui résistent au gel. Donc il y a polyéthylène et polyéthylène. Duraplast, à travers son expérience coûteuse avec les alias des sous-traitants, a fait son expérience et a développé un polyéthylène qui a été référencé, éprouvé et qui fait ses preuves autant en Australie qu'en Amérique, qu'en France, qu'en Europe. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Et si ce n'est pas le cas, nous nous ferons le grand plaisir d'y répondre par téléphone. Vous pouvez nous contacter ou regarder sur notre site internet. À très bientôt chez Duraplast.